Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme. Normalement, l'année a déjà commencé au moment où je vais partager cette vidéo. Donc, je te souhaite une belle année, de passer une belle année. Je te souhaite d'avoir une année bénie. Et certainement, il y aura des obstacles, certainement, il y aura des épreuves, mais je te souhaite de les surmonter vraiment avec succès avec Jésus notre Sauveur. Voilà. Donc, du coup, tu t'es déjà peut-être demandé pourquoi en fait certains comportements, certains conflits en fait semblent se répéter dans ta famille ou même dans une famille lambda. Tu ne comprends pas pourquoi, malgré il a vu que son père agissait comme ça et que c'était pas une bonne chose, il répète le schéma. Pourquoi aussi, malgré en fait tes efforts, malgré nos efforts, nous nous retrouvons parfois à reproduire les mêmes disputes, les mêmes dynamiques que nos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, du coup, je veux te proposer de parler des schémas répétés au sein des fratries et de comprendre comment ils influencent nos relations et nos vies. Alors, je tiens juste à dire, c'est une petite corrélation en fait. C'est que du coup, pour les enfants uniques, du coup, ils n'ont pas de fratrie à proprement parler, mais souvent, c'est un schéma qui va se répéter entre cousins, par exemple, ou qui va se répéter en fait de génération en génération. Le choix de croire et de recevoir, rien de brisé. Donc du coup, je disais que nous allons parler des schémas répétés au sein des fratries et de comprendre comment en fait ils influencent nos relations et notre vie en fait de manière générale. À la fin de cette vidéo, normalement tu sauras comment les identifier et comment peut-être commencer à les transformer. Alors déjà, on va commencer par une définition simple d'un schéma répété. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un comportement, un rôle, une dynamique qui se reproduit au fil du temps. Dans les fratries, ces schémas apparaissent de manière inconsciente. Par exemple, l'aîné qui prend toujours le rôle de responsable, le cadet qui cherche à se démarquer en tant que rebelle, en étant rebelle, le benjamin qui attire l'attention pour être le petit protégé. Ces comportements, en fait, ne sont pas forcément mauvais, mais ils peuvent créer des tensions ou limiter la liberté de chacun. Donc, en fait, pourquoi ces schémas apparaissent-ils? Eh bien, tout simplement parce que les parents, en fonction de leur style éducatif, de leur choix d'éducation, attribuent en fait souvent des rôles sans même s'en rendre compte. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça. Ça peut être aussi lié à la position dans la fratrie. Ça influence beaucoup la manière dont chacun réagit aux situations. Et parfois, c'est simplement en fait la répétition de ce que nous avons vu, de ce qu'on a vécu dans notre propre famille et dans notre environnement qui nous guide en fait. Alors, pour mieux comprendre ce que je souhaite expliquer, on va imager deux schémas en fait typiques. Il y a l'aîné qui souvent, je l'ai dit dans une vidéo précédente, qui a souvent un rôle de responsable, de protecteur, qui est parfois même souvent autoritaire. Il peut en fait ressentir beaucoup de pression pour donner l'exemple. Même si il sait très bien qu'il ne mène pas une bonne vie,
il se met, enfin, comment dirais-je, il souhaite transmettre du bon, même si lui-même, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Il est un peu, parfois, fait ce que je dis et pas ce que je fais. Le rôle du cadet, lui, souvent, c'est d'être rebelle. Alors, il y a beaucoup de parents qui vont dire non, il n'est pas rebelle, il est effacé ou autre. En fait, c'est souvent lui la source de conflits et de conflits inutiles en plus. Et en fait, il cherche à se démarquer, il cherche à contester tout le temps l'autorité. Ce sera lui qui dira ah ben non, il est plus vieux que moi, donc c'est à lui de m'appeler. Ou encore, il est plus jeune que moi, c'est à lui de m'appeler. Voilà, c'est le cadet, c'est ça, c'est souvent comme ça qu'on le reconnaît. Et puis il y a le Benjamin, le petit chouchou, le manipulateur, celui qui sait comment jouer avec les sentiments, qui parfois en fait est utilisé inconsciemment pour obtenir l'attention. Et aussi ça va être comment dirais-je, lorsque les parents n'ont pas une entière confiance en leurs enfants, ça sera celui qui va jouer le rôle. Alors, du coup, ces rôles, en fait, peuvent générer des rivalités, de la jalousie, puisque comment se fait-il que moi, je sois obligée de me faire remarquer, de me fâcher tout le temps pour avoir de l'attention, et le petit dernier, en fait, il l'a très facilement. Comment se fait-il aussi que moi, qui suis responsable, qui sait faire tout dans la maison, qui sait tout gérer dans la maison, j'ai moins de droits que lui. Et puis, du coup, ce sont des conflits récurrents. Mais aussi, heureusement, hein, ça peut créer de fortes alliances et du coup, des liens très forts, des soutiens très forts. Donc, du coup, on va imaginer ça. Et donc, imaginez en fait deux frères, l'aîné, très responsable, et le cadet, toujours en compétition. Parce que, en fait, on l'a toujours dit, regarde comment ton frère fait, tu devrais faire comme lui, regarde comment ton frère a de bonnes notes, tu n'es pas capable d'avoir de bonnes notes, regarde comment il cuisine bien, et toi, tu sais même pas cuire un œuf. Les exemples peuvent être très longs. Eh bien, même à l'âge adulte, on va retrouver les mêmes disputes, en fait. Des fois, les parents diront, enfin, même l'entourage dira que ce ne sont pas des disputes, mais ça reste des disputes, puisqu'il y a un mal-être. Et en fait, leurs disputes vont ressembler à celles de quand elles étaient enfants. On aura le sentiment, en fait, de faire un retour en arrière. Parfois, on ne comprendra même pas, on trouvera ça puéril. Ils peuvent même en arriver aux mains. Mais en fait, ces schémas se répètent souvent parce que quelque chose n'a pas été réglé. Et en fait, ils arrêteront de se répéter le jour où il y aura une prise de conscience, en fait, de se rendre compte qu'en effet, en fait, on nous a toujours comparés, on nous a toujours mis en compétition. Et donc, oui, je me sens en compétition avec toi. Oui, moi, j'ai peut-être trop agi en parent avec toi, en fait. Et ce sont vraiment plein d'exemples qu'on peut étaler. Mais en tout cas, le plus important, c'est de véritablement prendre conscience, en fait, de ce qui se joue. De pourquoi, même étant adulte, on a les mêmes conflits qu'étant enfant. Alors, pourquoi c'est important de repérer ces schémas? Eh bien, parce qu'ils peuvent, enfin, c'est même pas ils peuvent, ils impactent la relation entre frères et sœurs. Au début, ça va être « Ah, mais c'est toujours elle qui parle, c'est toujours elle qui a raison, c'est toujours elle ceci, c'est toujours cela. » Et un beau jour, ce sera « Ah, mais elle peut pas fermer sa bouche. » Qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a rien demandé. Et puis, au fur et à mesure, les tensions vont monter et du coup, ça deviendra des tensions constantes, en fait. Même si on va essayer de garder une bonne relation parce qu'on aime son frère, sa sœur,
eh bien, de toutes les façons, on le voit bien avec l'image d'un vase brisé, c'est que lorsqu'on cherche à recoller les morceaux par nous-mêmes, les fissures restent apparentes en fait. Grâce à Dieu, avec Dieu, en fait, on peut ne plus avoir de fissures. Mais, humainement parlant, les fissures restent apparentes et ça demande parfois beaucoup de temps avant que la relation redevienne comme avant. Et puis aussi, ça crée des incompréhensions, en fait. Mais je comprends pas pourquoi, en fait, il m'en veut parce que moi, j'y suis pour rien. Je me suis jamais comparée à lui. Je n'ai jamais voulu créer une compétition entre nous. C'est lui qui s'est mis en compétition avec moi. Alors qu'en fait, la compétition, elle s'est installée, qu'on le veuille ou non. Et que ça soit de la faute de X, Y, Z, papa, maman, tati, tonton, elle est là, la compétition. Et en fait, ils influencent aussi notre construction personnelle. Puisqu'en fait, nous pouvons rester enfermés dans un rôle qui ne nous correspond pas. On va rester sur la personne qui est compétitive. Elle voudra se battre en fait pour des causes qui au final ne lui tiennent même pas forcément à cœur. Elle aura des attitudes puériles dès qu'elle aura l'impression de vivre une injustice. Elle se comportera en fait comme l'adolescente, ou l'adolescent, comme l'enfant qu'il était lorsqu'il était plus jeune. Au lieu d'agir de façon mature, dès qu'il y aura le moindre souci qui fera allusion à son enfance, eh bien, il aura un comportement, un schéma répétitif de l'enfance. Et puis, en fait, comme je l'ai dit, du coup, ils peuvent se reproduire à l'âge adulte, dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles, les relations sociales, les relations familiales, en fait, dans toutes sortes de relations, cela peut se produire. Et du coup, ça fait partie des raisons, alors non évoquées, mais des raisons de divorce, de friction dans les foyers, dans les fratries, et même du coup dans la société en fait. On aura l'impression d'avoir une collègue qui est tout en compétition avec nous alors qu'on ne lui a rien fait. Mais inconsciemment, en fait, on lui rappelle la relation qu'elle a avec sa sœur, avec qui, en fait, on l'a toujours mise en compétition. Donc, c'est important de comprendre cela. Et du coup, la bonne nouvelle, en fait, c'est que lorsqu'on prend conscience des choses, on peut les changer, en fait. Et c'est déjà un premier pas pour changer, pour avancer. Et donc, du coup, comment en prendre conscience et comment agir? Alors, du coup, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut apprendre aussi, en fait, du coup, à observer et à identifier. Prendre du recul. Quels sont les comportements, quels sont les rôles qui se répètent? Prendre le temps, la dernière fois que je me suis disputée avec quelqu'un, ou bien que quelque chose m'a froissé, quelle était la situation? Quel était le comportement qui m'a froissé? Quel était mon comportement lorsque j'ai été froissée? Et quel rôle que je répète? Et quand survient-il? À quel moment cela m'affecte? Et avec qui? Est-ce que c'est uniquement avec mes frères et sœurs? Est-ce que c'est avec mon mari? Est-ce que c'est avec mes parents? Avec ma famille? Avec mon voisinage? Peu importe la personne avec qui. Ensuite, il faut apprendre à le communiquer. Donc, ça, c'est un exercice qui demande beaucoup de travail, hein, surtout lorsqu'on n'a pas été habitué à ça. Et parfois, c'est nécessaire de passer par un psychologue ou par une consultante. En tout cas, quelqu'un de professionnel peut aider à cela, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est de parler en fait de ses ressentis avec ses frères et sœurs autour d'une table. Autour d'une table, en fait, une table du moins autour de laquelle l'ambiance sera apaisée. Donc pour ça, pareil, il ne faut pas hésiter parfois à demander à un tiers
de venir pour être capable de faire le médiateur et aussi vraiment, il peut être important en fait de même noter avant pour ne pas dire les choses à chaud, pour ne pas parler mal. Il peut être important de noter les choses qu'on pourrait reprocher à sa famille avant cette table ronde et du coup en discuter, partager ce que l'on ressent, accepter aussi ce que l'autre aura à dire, parce que si l'autre dit oui, moi j'ai toujours l'impression de ne pas exister parce que toi tu étais trop présente, c'est son ressenti. Alors c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est son ressenti et il faut être capable aussi de l'accepter. Peut-être pas, alors, j'allais dire de l'entendre, ça peut être très difficile à l'entendre, mais il faut être capable de l'accepter, puisque c'est son ressenti, c'est une libération, en fait, du cœur pour, en fait, avancer en harmonie. Et donc, je dis partager ce que l'on ressent, du coup, peut vraiment désamorcer beaucoup de tensions, parce que il y a souvent, on est surpris, on se dit, mais non, mais tu ressens ça, mais en fait, non, c'est pas ça du tout. Quand j'ai de l'autorité sur toi, moi, ce que je veux, c'est te protéger. Quand j'allais, n'importe quoi, quand j'allais rapporter à papa et maman, ou je ne sais pas quoi, ce qu'on pourrait reprocher, c'est parce que, en fait, je t'aime et que c'était un peu ma manière de vouloir te protéger. Et là, tout le monde finit par comprendre pourquoi un tel agit comme ci, un tel agit comme ça, même si ce n'est pas toujours légitime. Mais, pardon. Mais en fait, tout le monde finit par comprendre les réactions des uns et des autres. La troisième chose, il faut passer à l'action, c'est de changer les habitudes. En fait, on peut réussir à sortir du rôle qui nous a été assigné. Et heureusement, rien n'est figé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, en fait, on peut en sortir, mais déjà, il faut le vouloir. Par exemple, si tu es la personne qui est toujours responsable, si tu es toujours la personne qui doit tout gérer, eh bien, tu peux faire le choix de déléguer. Tu peux essayer de déléguer et ou même de te laisser guider. Ce ne sera pas facile. Je préfère te le dire, ce ne sera pas facile, mais ça peut être réparateur aussi bien pour toi que pour les membres de ta famille. Et la dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est de chercher de l'aide si nécessaire. S'il y a besoin de faire une thérapie de famille, et ce même si les membres de la famille ont 70 ans, enfin, je vais loin parce que ces schémas-là finissent par se répéter de génération en génération, et le plus tôt on brise tout ça, le plus tôt on brise les chaînes, le plus tôt en fait on peut avancer vers le mieux. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute en famille, ou même chacun séparément et puis ensuite en famille, pour comprendre les blocages, pour comprendre et du coup transformer les dynamiques qui se répètent. Le plus important, en tout cas dans tout ça, c'est la prise de conscience. Parce que beaucoup de fois, on reste dans une espèce en fait, on se met un voile. On ne veut pas être conscient de ça. Et on se dit, ah mais non, mais de toute façon, il y a des conflits dans notre famille comme dans toutes les autres familles. Ça changera rien. Et puis, c'est pas si grave que ça. Bof, il s'est fâché là, mais ça lui passera. Pardon. Alors qu'en réalité, dans les faits sont vraiment tout autres. Et les blessures restent et en fait peuvent même s'approfondir. Donc vraiment le premier pas à faire, c'est la prise de conscience. Et puis même en fait des petits ajustements par exemple au quotidien peuvent avoir un important impact dans les relations. On va prendre l'exemple. Là, on est la personne en fait qui a le plus de problèmes avec le plus de monde.
Eh bien, c'est de se dire, oui, en effet, je suis toujours dans un conflit. Ok, cette fois-ci, je me suis disputée avec des personnes, mais pendant la dispute, il y a toujours, notre cerveau est capable de nous rappeler que non, là, tu avais dit que tu arrêtais avec ça, donc calme-toi. Et même si ça n'est pas arrivé pendant la dispute, même après la dispute, le simple fait de dire, je ne voulais pas me disputer avec toi, je m'en excuse, hein, même en étant adulte, les excuses, ça fait toujours du bien. Eh bien, en fait, cette personne franchit un cap et du coup se libère d'un poids et libère aussi l'autre de poids. D'ailleurs, le pardon libère, je tiens à le dire. Alors du coup, pour résumer, les schémas répétés au sein d'une fratrie sont souvent inconscients, mais ils influencent profondément, énormément, beaucoup nos relations et notre façon de nous comporter. Et les observer en parlant, alors pas observer notre fratrie, hein, observer les schémas répétitifs, en parler et essayer de les transformer peut améliorer catégoriquement notre quotidien et les relations familiales, notre bien-être personnel, parce que ça pèse, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais lorsqu'on a eu un conflit avec quelqu'un, qu'on a eu tort ou raison, en fait, c'est quelque chose qui pèse énormément et parfois même des années après, on peut y repenser. Même si on reparle à la personne, ça peut arriver que les choses reviennent à la surface et qu'on se souvienne de cette blessure. Donc, pour notre bien-être personnel, c'est important. Et puis, il est important de se rappeler que comprendre les schémas familiaux, c'est aussi se donner le pouvoir de les transformer et d'avancer. Voilà, la vidéo est finie. Merci de l'avoir regardée. Et si tu te reconnais dans ces schémas, partage tes expériences dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Et voilà, j'espère que cela t'aura aidé, que si ça peut aider quelqu'un, pense à lui partager. Voilà, je te souhaite une très bonne journée si on est en journée, une très bonne soirée si tu regardes cette vidéo en soirée. Et je te dis à bientôt. Bye bye.